c'est peut-être le meilleur endroit au monde pour tester une prise en charge vraiment centrée sur la violence. Je suis enceinte, c'est un viol, mais je veux surtout pas en parler, je veux pas le dénoncer. Aujourd'hui, on fait face à un retour du masculinisme toxique avec une violence très assumée. Les scripts du porno, ce sont des scripts de viol, mais qui se terminent par une femme hyper épanouie parce qu'elle a eu un orgasme. En fait, ce que ça montre aux jeunes, c'est qu'une femme qui dit non, c'est une femme qui n'ose pas dire oui. Bonjour docteur Rada Hatem. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne et vous avez consacré votre carrière à la défense et à la réparation des violences faites aux femmes. En 2016, vous avez ouvert la Maison des femmes. Et comme le dit un personnage du film de Mélisa Godet, il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux. Dans Les Engagés, on aime bien comprendre le déclic qui a poussé chacun de nos invités à l'engagement et le ferment sur lequel il s'est développé. Alors on va peut-être rembobiner, on va recommencer au départ. Comment avait été votre enfance, Rada, et est-ce que vous avez toujours voulu être médecin? Non. Alors j'ai eu une enfance à la fois heureuse et compliquée. Je suis née dans une famille de la petite bourgeoisie libanaise et j'avais 3 frères, ce qui m'a beaucoup aguerrie. J'ai fait mes études au lycée français de Beyrouth, donc j'ai eu la chance d'être éduquée comme si j'étais à Paris, avec des professeurs passionnants qui venaient passer 2 ans au lieu de faire leur service militaire et qui m'ont ouvert sur le monde. Et ça, reconnaissance éternelle pour ces moments-là. Après, ma vie a été percutée par la violence très tôt, puisque nous sommes dans une région explosive entre Israël, la Palestine, et donc il y a eu la guerre des 6 jours, que j'avais, je sais pas, 5 ans, 6 ans, et j'ai des souvenirs encore assez vifs de ces nuits de stress. Et puis ensuite, ben, la guerre dite civile du Liban. Le Liban est en fait un terrain de jeu pour les grandes puissances qui viennent régler là leurs problèmes, leurs frustrations, leur honte de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Et malheureusement, nous avons très peu notre mot à dire. Donc nous sommes un terrain de violence. Et donc ça, j'avais 14 ans. J'étais en seconde au lycée et puis là, ma vie s'est arrêtée un peu, puisque plus d'école, plus d'amis, plus de sorties, la peur quand même, la peur de mourir, la peur de voir ses amis mourir. Et ça, je pense que ça forge quand même un destin. Ça vous montre que rien n'est acquis, rien n'est éternel. Et ce que moi, ça m'a donné, c'est un sentiment d'urgence, hein. Je suis une femme pressée. Quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille au bout parce que peut-être que demain, bah, je sais pas, je recevrai une bombe sur la tête et que je serai plus là. Et puis vous avez commencé vos études de médecine. Alors vous disiez que vous n'avez pas toujours voulu être médecin, mais quand même il y a un moment, à la fin du lycée où vous vous êtes dit: «Je veux faire ça». Oui, il y a un moment où il faut choisir. Je me suis dit: «Bon, un métier utile, directement utile». Et là, j'ai voulu être pédopsychiatre. Alors peut-être parce que justement, j'avais eu cette adolescence un peu compliquée, que je trouvais que c'était important de s'occuper des enfants qui vivaient des choses difficiles. Et je suis partie à Paris faire médecine et j'ai fait des stages. L'avantage de faire des stages, c'est qu'on rencontre à la fois des gens, des médecins qui vous inspirent, et puis des situations cliniques. Et moi, j'ai fait un stage dans une maternité. J'étais bouleversée par la puissance de la naissance, en fait. C'est ça qui m'a amenée à la gynécologie. C'était pas tant de la défense des femmes que ce moment où il y a un couple et puis brusquement ils sont 3 et brusquement leur vie bascule et j'ai adoré ces moments-là, donc j'ai dit: «Bon, bah, c'est clair, je vais faire gynéco». Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux violences? Est-ce que jeune médecin, vous avez été confronté à des violences à l'hôpital? Alors oui, moi j'ai fait mes études de médecine, fin des années 1900, et bien sûr enfin ça faisait partie du destin des femmes. On se faisait mettre la main aux fesses, par les chirurgiens. Moi, j'étais une nuit, un chirurgien m'a demandé de lui apporter des radios dans sa chambre, parce qu'il était fatigué, le petit chéri. J'ai vu que du feu et j'ai monté les radios et il a sauté sur mes seins. Et là, je remercie mes 3 frères parce que je lui ai donné un coup de pied dans les couilles et que je suis partie. Mais oui, c'était le genre de truc, mais on ne le signalait même pas. Ça faisait partie du job. Il suffisait d'être forte et de se défendre et de pas se faire marcher sur les pieds. C'était le quotidien, des femmes médecins Oui, parce que enfin, à mais l'hôpital? avec une espèce de truc bon enfant, genre: «Mais oui, mais je rigole, mais c'est tu sais, je t'aime bien, hein». Et puis, c'est vrai que les gardes, il y avait beaucoup d'histoires en garde, entre les internes, les chefs, les sages-femmes, les infirmières. C'était une ambiance, on va dire. Mais ça m'a pas plus perturbée que ça puisque
toute façon, je savais que j'étais là pour me battre. Après, ce qui m'a amenée aux violences, ça a été d'abord la salle de naissance. C'est-à-dire que je voyais bien que dans le système hospitalier, on n'était pas très attentif aux humains parce que le système devait, auto-fonctionner correctement et j'ai des souvenirs intéressants de jeunes internes, par exemple, on passait prendre la température des accouchés à 6 heures du matin. En général, vous êtes endormi à 5 heures après une nuit horrible et l'infirmière arrive avec son thermomètre et tout le monde y passe et tout ça était hyper maltraitant et totalement inutile. Il y avait d'autres choses horribles, par exemple, on devait déshabiller tous les bébés parce qu'à 10 heures, le pédiatre faisait sa visite. Donc les femmes arrêtaient tout, déshabillaient leurs gamins à poil sur le lit et on attendait la grande visite. C'est hyper maltraitant. Alors petit à petit, on a changé. On s'est dit: «Ah ben non, il faut respecter le rythme des enfants». Donc c'est le pédiatre qui va s'adapter. Quand la mère aura fini la tétée, on appellera le pédiatre. Ces petites choses-là m'ont beaucoup intéressée parce que je me suis dit: «En fait, en agissant comme ça, on change tout». En fait, je me suis intéressée d'abord et avant tout à la bientraitance dans les soins. Et c'est après qu'est venu, bon, bah, les femmes sont parfois maltraitées par l'institution hospitalière. Et puis après, en les fréquentant beaucoup, ben, je me suis aperçue qu'elles étaient aussi très maltraitées à la maison. Et ça a été une maturation progressive. Il y a pas eu un moment où vous vous êtes dit: «Il faut faire quelque chose» ou ça a été Oui, bien progressif? sûr, j'ai eu à la fois la chance et le malheur d'être chef de service à différents moments de ma vie. Donc là, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre service et vous devez inculquer le plus de bienveillance, bientraitance, soins de la meilleure qualité possible. Et c'est en arrivant à Saint-Denis, comme chef de service de la maternité, où là, à mon expérience clinique qui commençait à être un peu conséquente puisque j'étais plutôt jeune, c'est rajouté la fréquentation de toutes ces femmes qui, en plus, des violences qu'elles subissaient en tant que femmes, que n'importe laquelle d'entre nous peut subir, avaient le malheur d'être, migrantes, pauvres, analphabètes et je voyais bien que tout ça rajoutait de la difficulté et là, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être le meilleur endroit au monde pour tester une prise en charge vraiment centrée sur la violence». C'était plus l'accouchement, c'était plus la gynécologie, c'était ce que la violence fait de mal aux humains sur leur santé, sur leur vie. Comment ça a été au début, quand vous avez lancé cette maison? Ce qui a été très, très difficile, ça n'a pas été de l'agrandir cette maison, ça a été de la faire exister. Parce que, ben, ça n'existait pas, on l'avait jamais fait et donc c'était forcément pas bien. Parce que malheureusement en France, on a un peu de mal à aller vers les idées, nouvelles et donc pour convaincre les gens que ce lieu faisait sens, j'ai dû déployer des trésors d'énergie. Au début, personne n'y croyait, personne ne trouvait ça intéressant et j'ai eu la chance de rencontrer quelques mécènes, peut-être plus intelligents que les autres, en tout cas plus empathiques, qui m'ont permis de démarrer. Donc on a ouvert la maison et c'est après, face au succès, totalement inattendu de fréquentation, qu'on a dû s'agrandir et ce que le film montre très bien, c'est qu'au bout d'un moment, on passait notre temps à chercher un endroit. On a fini par, transformer un placard en bureau, enfin on a fait tout ce qu'on a pu et il a fallu s'agrandir. Et là, parce qu'on ne donne qu'aux riches, je le répète tout le temps, ça a été beaucoup plus facile de trouver 1,2 million que les 950 premiers 1 000 € pour construire la maison. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit: «Succès inattendu» de cette Oui, maison. oui, Mais, vous aviez pourtant vu ces violences, vous aviez vu ces femmes, vous avez été surprise du nombre, du nombre de oui. personnes? Surprise de la fréquentation, exponentielle. D'abord, on était la première et la seule, donc les femmes venaient d'assez loin. Et puis, on a eu la chance d'avoir un peu de médias, donc ça a donné aux femmes l'envie. Les femmes qui se disaient: «Bah, j'ai déjà parlé» ou «J'ai essayé, j'en ai parlé à mon médecin, il se passe rien. Peut-être que là, ça va m'aider» et donc on a vu arriver bien plus de femmes que prévu. Mais ça, toutes les maisons des femmes qui ont ouvert après nous font le même témoignage, c'est-à-dire, elles ouvrent et brutalement, elles sont inondées de patientes. Alors on va peut-être, revenir à la base. Qu'est-ce qu'on fait à la maison des femmes? On a essayé de construire des parcours qui faisaient sens, en partant justement des principaux problèmes que pouvaient rencontrer les femmes. Les centres de planification familiale, j'ai rien inventé, ça existe, depuis toujours dans les hôpitaux. Mais moi, je voulais que le centre de planification de Saint-Denis soit très visible, et ne soit pas caché au fin fond d'un sous-sol. J'avais, vraiment le désir de l'installer dans un bel endroit. Parce que souvent les avortements, les contraceptions d'urgence, toutes ces choses-là sont un peu traitées de manière, méprisante par, les soignants, qui font des trucs très sophistiqués, des greffes, de la PMA
Et moi, je trouve que c'est un service rendu immense à des femmes qui sont parfois en très, très grande souffrance. Et un chiffre important quand même qu'il faut que le grand public connaisse, un tiers des demandes d'avortement le sont parce que la violence est arrivée dans le couple. Et on sait que la première grossesse est le moment où la violence physique, se déchaîne. Donc ça faisait pour moi tout à fait sens d'installer là un parcours santé sexuelle. Ensuite, à Saint-Denis, en comptant un peu les femmes, on s'est aperçu que 14 des femmes étaient excisées. Donc ça fait beaucoup, nous sommes dans une maternité qui à un moment a fait 4 700 naissances et on s'est dit: «Qui d'autre que nous dans ce territoire pour s'occuper de ça?» Donc on s'est formé et on a créé un parcours excision. Et puis, très logiquement, on a rajouté un parcours violences sexuelles et sexistes, ce qui couvre tout. C'est-à-dire, ça peut être du harcèlement à l'école parce que vous êtes une fille, que vous êtes grosse, que vous êtes pas dans les canons de beauté. Ça peut être vos parents qui vous maltraitent. Ça peut être de l'inceste. Ça peut être votre couple. Et que vous ayez 15 ans ou 80 ans, vous pouvez vivre dans un couple maltraitant. Donc, ce troisième parcours était très riche, très large. Et quelques années après, on a ouvert un quatrième parcours dédié aux agressions sexuelles récentes, notamment au viol. Pourquoi? Parce que, très souvent, quand vous venez de subir un viol, vous n'avez pas tellement envie d'aller en parler. Vous avez envie, d'effacer, d'oublier, de vous décaper, de jeter vos habits et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc notre, projet, c'est de dire aux femmes: «Venez, vous n'avez pas besoin d'aller au commissariat. Nous allons vous examiner, nous allons faire des prélèvements partout où potentiellement on peut trouver des traces, que ce soit le vagin, l'anus, la bouche, votre ventre, vos habits et puis après vous pourrez, vous lavez, changer d'habits, les jeter, on va vous en donner d'autres, et vous pourrez rentrer chez vous tranquillement. On conserve tout, vous souhaitez déposer plainte, on appelle la police, vous ne vous sentez pas prête, on va tout conserver 3 ans». Et ça aussi, c'était important parce qu'on voyait des femmes venir en disant: «Mais je suis enceinte, c'est un viol, je veux avorter, mais je veux surtout pas en parler, je veux pas le dénoncer, je veux pas aller à la police, je sais que je vais être mal reçue ou bien mes parents le sauront et mes parents m'avaient bien dit de pas sortir en boîte, de pas fréquenter ce type». Chacun de ces parcours, contient plusieurs possibilités, plusieurs offres faites aux femmes? Oui, oui, c'est-à-dire que, bon, quand c'est santé sexuelle, on va s'occuper de quand c'est excision, on va proposer évidemment sexologue, psychologue, chirurgien, groupe de parole et cetera. Pour la les violences en général, pareil. Ce qu'on a rajouté, c'est les ateliers et ça, on le voit bien dans le film, les ateliers d'estime de soi, parce que c'est un travail complémentaire à celui du soin, c'est un soin, en fait. Et ça, je l'avais pas anticipé. Donc j'ai testé, ça marchait formidablement bien, les femmes étaient elles ont voté en y allant massivement. Et donc on a développé ça. On a une douzaine d'ateliers, ça va de la yoga-thérapie au jardinage, au théâtre, au karaté, et cetera. Et puis après, on a rajouté la police pour déposer plainte sur place, la permanence d'avocat, la permanence, retour à l'emploi, la permanence, aide dans les démarches administratives. Donc on n'a pas arrêté de rajouter des petites briques pour consolider et étoffer ce parcours. Je vais revenir sur un aspect de la Maison des femmes dont vous parliez, qui est assez peu connu et qui est un sujet très douloureux, et qui est abordé avec, beaucoup de tendresse et de justesse dans le film, La Maison des femmes, qui est, l'excision. Il y a 125 000 femmes excisées en France. Est-ce qu'elles l'ont été en France, dans leur pays? Et comment on soigne ces femmes? Dans les années 80, on pratiquait des excisions en France parce que avec la migration, les gens venaient avec leurs traditions. Donc, on excise les nouveau-nés, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Bon, bah, on l'a fait ici. Alors il y a eu plusieurs, scandales, mais une petite fille est morte à Saint-Vincent-de-Paul, dans ces années-là et les médecins ont fini par découvrir qu'elle était morte, d'hémorragie. Mais ça se voyait pas parce que d'abord elle était arrivée au bout de 3 jours de saignement continu à la maison et puis c'était au niveau du sexe et on n'enlevait pas forcément les couches des petites filles. Lorsqu'ils ont découvert ça, évidemment, il y a eu un grand mouvement les médecins se sont constitués partie civile, les avocats ont pris le sujet à bras-le-corps et la France a condamné très fermement l'excision avec des punitions, importantes. 15 ans de prison, 150 000 € d'amende et les gens ont commencé à arrêter d'exciser en France. Il y a, je pense, très, très peu d'excision aujourd'hui en France. Mais le problème, c'est que, lorsque ces filles retournent au pays, voir leur grand-mère, leur tante, elles ne sont pas comme il faut et donc on va se dépêcher de les exciser, même si ce sont des filles, françaises ou nées en France, qui vivent en France et ce sont ces filles-là
font partie de ce lot de 130 000 femmes, tout comme les femmes migrantes arrivées sur le territoire qui arrivent déjà excisées. Donc c'est pour ça qu'on en a autant. À quoi correspond le rite de l'excision dans ces cultures? Ça fait 5000 ans qu'on excise les filles, donc c'est avant les religions monothéistes, avant tout ça. On pense que c'est un désir de maîtriser le corps des femmes et de maîtriser leur accès au plaisir. Ce qui est très fascinant parce qu'il y a 5000 ans, avoir compris qu'en coupant un tout petit bout du clitoris, parce qu'on en coupe, je sais pas 1 on pouvait altérer l'accès au plaisir des femmes, c'est fou d'avoir compris ça. Et cette tradition se nourrit de plein de choses, c'est-à-dire, c'est plus propre, c'est plus hygiénique, c'est des arguments qu'on entend aussi pour la circoncision, mais qui sont tous faux. Et puis, le clitoris, c'est dangereux. Le sexe de l'homme peut être altéré par ce contact. La tête du bébé, si en naissant il touche le clitoris, il peut mourir. Alors, on pense que peut-être comme les pharaons se mariaient entre eux, entre sœurs, frères et sœurs, cousins, cousines, donc il y avait beaucoup de mortalité due à des problèmes génétiques. Donc peut-être que c'est ça qui a enrichi ses croyances. Toujours est-il qu'aucune de ces croyances ne tient la route. La seule chose vraie, c'est que exciser une femme, c'est prendre le risque de l'empêcher d'avoir du plaisir. C'est, l'empêcher peut-être d'avoir du désir, donc d'avoir une activité sexuelle, qu'elle initie elle-même, et ça terrorise les hommes. À la Maison des femmes, on répare les excisions et on accompagne ces femmes. Oui, alors réparer, il y a des gens qui me disent: «Bah, c'est pas des voitures». Pardon, je disais pas le bon Non, terme. non, mais je n'ai pas de meilleur terme parce que c'est une réparation à la fois, clinique, psychique, symbolique, physique. Est-ce que cette femme est gênée par son excision? C'est la première question. Il y a des femmes pour lesquelles c'est comme ça chez moi et je vais très bien, et ces femmes-là, il n'est pas question de les stigmatiser. En revanche, toutes celles qui en souffrent, toutes celles qui d'abord ont déjà des souvenirs horribles de leur enfance et de leur excision, qui ont beaucoup de mal à avoir un rapport sexuel parce que ça peut pas être sympa là, ce n'est que de la douleur. Ces femmes-là, il faut les accompagner. Parfois, un accompagnement psychologique suffit. Parfois, une prise en charge sexuelle suffit. Et puis parfois, il faut aller jusqu'à l'opération. Les groupes de parole sont très thérapeutiques aussi et tous les ateliers les aident. Et nous, on s'adapte aux besoins. Il y a beaucoup d'autres violences, qui sont, soignées et pris en charge à la Maison des femmes, notamment les violences conjugales. La Maison des femmes accueille ces femmes, comme vous disiez, victimes de violences conjugales, et dans le film, on voit une opération de police pour exfiltrer une femme et les enfants du domicile, familial. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette opération complexe pour exfiltrer cette femme? Il fallait qu'elle puisse s'extraire de la présence de son mari. Si vous allez déposer plainte, après, votre mari va le savoir, il va être en garde à vue, ça peut être encore plus dangereux. Donc là, alors c'est un petit peu romancé, mais cette idée d'occuper le mari en trouvant un hébergement d'urgence à sa femme, c'est très important. On a été beaucoup confrontés à ça pendant le Covid, parce que vivre avec son agresseur, c'est pas une vie, et donc en effet, il y avait des hôtels de luxe qui ont mis à disposition des chambres, et ça a été magique parce qu'on pouvait dire à la femme: «Mais partez, je vous trouve 12 nuitées d'hôtel tout de suite». Évidemment, après la fin du Covid, ça s'est arrêté tout ça. Les femmes qui viennent, à la Maison des femmes ou aux Maisons des femmes, dans les parcours, restent combien de temps en moyenne? C'est très variable ou est-ce que D'abord, contrairement à ce que laisse entendre le nom, personne ne dort sur place. On a un foyer d'hébergement, mais c'est une autre histoire, et les parcours peuvent durer, 3 mois, 6 mois, 2 ans. En tout cas, pour nous, au-delà de 2 ans, c'est difficile parce que si, personne ne sort des parcours, on ne peut plus, rentrer de nouvelles patientes. Donc on a vraiment travaillé l'entrée dans le parcours, la sortie du parcours, et qu'est-ce qu'une femme après avoir été prise en charge à la Maison des femmes, de quoi elle pourrait avoir besoin. Du soutien, mais peut-être de manière moins intensive. En général, on s'assure qu'elles ont quand même repris, du poil de la bête et qu'elles sont capables de se passer de nous. pendant le Covid, les violences faites aux femmes ont fortement, augmenté. Est-ce que vous avez l'impression que depuis, est-ce qu'il y a une baisse? Est-ce que, on a suffisamment alerté ou jamais assez? Mais, comment est-ce qu'on vous sentez cette évolution? Alors on a beaucoup alerté. Pendant le Covid, il y a eu 30 de violences en plus dans tous les pays du monde, puisque habiter avec son agresseur et ne pas pouvoir s'échapper, c'était dramatique. En revanche, il y a eu moins de féminicides et on s'est dit: «Tiens, l'engagement du gouvernement, les mesures payent». En fait, c'est parce que tout simplement, ne pouvant pas partir,
les femmes étaient moins menacées de mort, puisqu'on sait très bien que beaucoup de féminicides interviennent quand la femme dit: «J'en peux plus, je m'en vais», et que les hommes préfèrent morte que partie. Donc moins de féminicides, on est très contents. Et puis, ben, fin du Covid et le nombre de féminicides est revenu à l'identique. Donc c'est une forme d'échec, mais on sait aussi que, on ne gagne pas cette guerre en 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est extrêmement long parce qu'il faut que les réflexes changent. Aujourd'hui, on fait face à un retour du masculinisme toxique avec, une violence très assumée. C'est normal que les femmes aient telle place et les hommes aient telle place. Il y a des jeunes qui trouvent que c'est normal qu'on regarde dans le téléphone de sa copine, qu'on l'autorise à parler à telle personne et pas à telle autre, à se maquiller ou pas. C'est invraisemblable ce retour en arrière. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est beaucoup plus de plaintes pour violence. Je pense que dans cette augmentation des plaintes, il y a 2 choses. Les femmes se disent: «On m'a dit que je pouvais parler, on m'a dit que les forces de police étaient formées, que j'allais plus être reçue comme avant avec, du mépris, avec, de la condescendance, avec, de l'humiliation. Je vais peut-être y aller», et en même temps, beaucoup de violences, décomplexées, interviennent. Je pense que ces 2 choses-là font que le nombre de plaintes augmente. Là où on est vraiment mal, c'est que tout le monde est submergé. Les policiers nous disent être en sous-effectif et en souffrance, comme les soignants. Les magistrats nous disent la même chose, les dossiers s'empilent et du coup, tout est, ralenti, et donc parfois, il faut attendre des années avant que votre plainte n'aboutisse et parfois ça sera un non-lieu, c'est insupportable. Donc aujourd'hui, on est englué dans cette problématique judiciaire et je pense qu'il faut vraiment se préoccuper de que ça aille plus vite et que les sujets soient mieux traités. Quand vous parlez du retour du masculinisme, toxique, c'est dans tous les milieux, dans tous les environnements, socio-professionnels, dans tout? Oui, probablement. Aujourd'hui, on a les enquêtes du Haut Conseil à l'égalité qui, montrent comment, ces chiffres dérapent, et très préoccupant chez les moins de 25 ans. Alors qu'on pourrait imaginer que quand on est jeune, on est un peu idéaliste, et que, on va plutôt aller vers des choses, très progressistes, et là, pas du tout. Est-ce que la diffusion massive de la pornographie en ligne a eu un effet sur les violences faites aux femmes? Elle a certainement eu un effet sur les violences, sexuelles. Parce que les scripts, du porno, ce sont des scripts de viol, mais qui se terminent par, une femme hyper, épanouie parce qu'elle a eu un orgasme. En fait, ce que ça montre aux jeunes, c'est qu'une femme qui dit non, comme dans les films porno, c'est une femme qui n'ose pas dire oui. Donc vas-y mon gars, force, c'est comme ça que ça marche. Et dans les questions que pose le Haut Conseil de l'égalité, beaucoup de jeunes pensent qu'une fille doit être un peu forcée. On est loin du consentement, on est loin du respect. Et donc oui, cette culture du porno a fait beaucoup de mal aux garçons parce qu'elle leur montre aussi des hommes hyper puissants, hyper virils qui peuvent avoir, des érections toutes les 2 minutes, et aux filles, elle montre aussi que, bah, une fille est douce, passive, accepte et que peut-être après, elle a du bonheur, et aussi au niveau de l'aspect physique. Nous, ce qu'on a vu arriver, c'est des demandes de, chirurgie des petites lèvres. Parce que les filles disaient: «Moi, j'ai pas les mêmes petites lèvres, que dans ces films-là», et ces films-là, les filles sont retouchées pour ressembler à des gamines de 12 ans, à peine pubères, et donc en fait, ça agit aussi sur, la pédocriminalité. C'est-à-dire que ce qui est excitant, en fait, c'est de violer une petite fille. C'est tout ça que ça transmet, donc la pédocriminalité, les demandes de chirurgie des petites lèvres, les nymphoplastiques qui augmentent, tout ça nous vient de la pornographie. Aujourd'hui, la Maison des femmes a fait des enfants, a fait des petits. Oui. Combien y a-t-il de maisons des femmes en France, aujourd'hui, et est-ce qu'elles fonctionnent ensemble? Est-ce qu'il y a des échanges entre elles? Ce que le film montre bien, c'est qu'en effet, nous avons eu un contrôle IGAS qui nous a beaucoup pourri la vie au début et qui nous a été très utile après. Parce que le gouvernement a compris que c'était des structures utiles, qu'il fallait les financer et les dupliquer. Donc le gouvernement a décidé de donner de l'argent à ces structures. Pas suffisamment, mais c'était déjà un bon début. Et donc aujourd'hui, le gouvernement comptabilise les structures qu'il a financées. Et pour eux, il y en a 130. Sauf que pour eux, n'importe quelle structure, même qui n'est pas ouverte tous les jours, c'est déjà une maison des femmes. Pour nous,
Nous sommes beaucoup plus exigeants. Il faut qu'il y ait les 3 parcours, il faut que ça soit ouvert tous les jours, il faut qu'il y ait la police, il faut plein de choses. Et dans ce modèle, il y en a 33. Donc on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et évidemment, on se connaît très bien puisqu'on a accompagné toutes ces maisons. On les a financées grâce à nos mécènes qui nous ont dit: «Je te donne de l'argent pour que tu dupliques». Et on a dépensé à peu près 15 millions d'euros aujourd'hui pour dupliquer ces 33 maisons. On travaille ensemble, on a des réunions régulières parce qu'on essaie de faire avancer les projets ensemble et on essaie de faire du plaidoyer auprès du gouvernement ensemble parce que 33 maisons, ça fait beaucoup de soignants, ça fait beaucoup de femmes et ça nous donne une force de frappe beaucoup plus intéressante. Je vais passer à une partie plus rapide de notre entretien avec des questions un peu plus rapides, des réponses un peu plus rapides. Si vous deviez qualifier d'un mot votre engagement, ce serait? Sincère, Si vous n'aviez pas été médecin, qu'auriez-vous fait? architecte. Rien à voir. Rien à si, si, parce que quand on est un bon architecte, on change la vie des gens en mieux. À quel moment vous êtes-vous senti le plus utile? Je pense en effet que ce sont ces 10 dernières années à cause de la nouveauté du sujet. Mais je dois dire que dans toute ma carrière de médecin, je me suis sentie utile, tous les jours et souvent les nuits de garde. Et quel est votre prochain rêve? Mon prochain rêve serait que la santé en France soit reconsidérée. Je suis dévastée, c'est peut-être un peu excessif, mais de voir, ce que devient l'hôpital public, de voir le manque de moyens, de voir les équipes à bout de souffle, de voir les suicides internes. Encore un suicide hier à La Réunion d'un interne en psychiatrie. C'est pas acceptable. On peut pas accepter que des gens qui décident quand même de donner leur vie pour soigner les autres soient maltraités au point de vouloir mourir. Donc oui, je voudrais qu'on fasse quelque chose pour la santé. Merci beaucoup, docteur Rada Hatem. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des femmes et que je vous invite tous à aller voir ce formidable film de Mélisa Godet qui s'appelle La Maison des femmes. Merci beaucoup, Rada. Mais je vous en prie.